Après son séjour assez long à Rome, la nouvelle capitale impériale semble à Attilius une petite ville. Le peuple sur les places de Ravenne et dans les boutiques parle beaucoup de l'invasion des barbares. La capitulation de Rome et l'anéantissement des meilleures troupes impériales continuent d'agiter les esprits. On accuse ouvertement Olympius d'être responsable des malheurs de l'Empire. Attilius travaille souvent dans la bibliothèque du palais où il voit Attila qui lit principalement des livres historiques. Attilius n'ose pas déranger le prince 1. Mais Attila le reconnaît rapidement. « C'est toi que nous avons capturé près du trophée des Alpes ?»« Oui, c'est moi, Excellence. »« Que fais-tu ici ?»« Je suis dans la suite de la princesse Galla Placidia. »« Mais tu es un libraire de Lyon. Que peux-tu faire dans sa suite ?» Attilius raconte son histoire. Puis il parle du siège de Rome. Le jeune Gaulois demande « Excellence, j'admire les gardes huns de l'empereur mais j'ai vu aussi des cavaliers huns dans l'armée d'Alaric. Je ne comprends pas. Viennent-ils de tribus différentes ?» Attila sourit, les huns sont neutres. Mon oncle, le Canoros, ne veut pas intervenir dans ce conflit. Les gardes huns étaient sélectionnés initialement parmi les meilleurs cavaliers de notre général Huldin par son ami Stylicone. Tandis que les cavaliers huns d'Alaric sont recrutés par son beau-frère Ataulf parmi les tribus hunes vivant sur la rive romaine du Danube. La présence de Galla Placidia anime davantage les intrigues secrètes du palais impérial même si elle n'aspire personnellement qu'à se reposer après ces épreuves difficiles. La puissance d'Olympius est minée sourdement. Eusèbe et les autres eunuques favoris font passer le gouvernement d'Honorius et de l'Empire à Jovius, préfet du prétoire. Olympius fuit et mène quelque temps une vie errante et obscure, ensuite réapparaît dans le palais et commence à remonter. Ayant peur de ses intrigues et de sa vengeance, Eusèbe et Jovius lui portent un coup définitif. Olympius tombe une seconde fois en disgrâce. Encore récemment il se considérait fièrement comme remplaçant le tout-puissant de Stylicone, si habilement éliminé par lui. Aujourd'hui, les oreilles coupées, il subit les coups de fouet. Il sait que ces coups, de plus en plus forts, ne cesseront qu'après sa mort. Il sait même combien de coups durera encore sa vie car il a assisté aux agonies des nombreux fidèles de Stylicone torturés à mort sur son ordre pour arracher l'aveu du complot inexistant. Olympius serre les dents, la douleur cède place à la rage de son échec, mais cet ultime sursaut de vie ne dure pas longtemps. Bientôt, les hérétiques et les païens sont délivrés de la proscription qui les excluait de toutes les dignités de l'État. Ainsi Genride, général d'origine barbare qui suivait encore le culte de ses ancêtres, avait été forcé de quitter le commandement. Malgré l'assurance de l'empereur, répétée plusieurs fois, Genride refusa toute dispense particulière, et persévéra dans une disgrâce honorable. Jusqu'au moment où il arracha du gouvernement romain un acte de justice générale. La chute spectaculaire d'Olympius montre à Aetius le danger de sa situation dans le palais impérial. Comment doit-il agir pour continuer sa carrière et éviter tout risque ? Quel doit être son but ? Devenir un général et sauver l'Empire ? Pourquoi pas ? Il déteste les généraux sans talent de commandement, sans valeur guerrière promus par Olympius. Aetius participe avec Attila aux entraînements, aux manœuvres de la garde impériale une, aux chasses fréquentes. L'intervention des Goths empêche d'organiser de grandes chasses car l'empereur a besoin des cavaliers près de lui. Mais, peut-être, Aetius peut-il avoir des ambitions encore plus grandes ? Si Olympius, cet ignoble grec, a dirigé le gouvernement de l'Empire, pourquoi Aetius ne peut-il pas envisager de l'effectuer un jour ? Le préfet Jovius est aussi un serviteur sans aucun mérite, qui ne compense point par sa fidélité à l'empereur la faiblesse de son administration.
La seule personne estimée par Essius est Genride. Les victoires d'Alaric aussi tourmentent son esprit. Non, il ne croit pas à la victoire des Goths sur l'Empire. Il y a toujours l'ultime solution. Le renforcement de l'alliance avec les Huns qui gardent maintenant la neutralité. Dans ce cas, Essius jouera un rôle important dans le gouvernement de l'Empire. Mais si aujourd'hui les Goths sont si dangereux pour l'Empire, que pourrait-on faire demain en cas d'agression des Huns, beaucoup plus puissants? Seulement lui, Flavius Essius, grâce à son amitié avec la famille royale des Huns, peut sauver l'Empire. Une pensée inattendue éclaire son cerveau et fait battre son cœur plus fort. Peut-être serait-il mieux de fonder avec Attila le nouvel empire romano-hunnique? Essius se lève, ouvre la fenêtre et respire l'air frais. Il se calme et réfléchit tranquillement. Pourquoi pas, ils seront deux Augustes comme cela a été le cas plusieurs fois dans l'histoire romaine. Mais cette fois, ils auront un empire beaucoup plus grand et puissant qui pourra conquérir le monde. Son cœur bat de nouveau très fort et Essius ne dort pas de la nuit. Genride a été nommé maître général de la Dalmatie, de la Pannonie, de la Norique et de l'Arétie. Il ranime la discipline dans les troupes qui reprennent leurs exercices et retrouvent une subsistance assurée. Ferme la frontière de l'Italie au renfort germanique pour l'armée d'Alaric et prend en même temps toutes les précautions pour garder des relations amicales avec les Huns. Ainsi, Genride invite le prince Attila à se rendre ensemble à la cour du Canoros pour négocier le recrutement dans l'armée impériale de 10 000 cavaliers Huns. Attila accepte volontiers cette possibilité de visiter sa famille. Essius aussi est content de pouvoir confier le prince Hun à la protection de Genride et de s'occuper de sa jeune femme qui demande plus d'attention. En route, Genride fait quelques détours pour montrer à Attila ses troupes et surtout les grandes forteresses, qui peuvent seules vraiment impressionner son invité. Effectivement, Attila admire les fortifications d'Aquilée, mais aussi les ponts, les aqueducs et les autres œuvres des ingénieurs romains. Content de cette réaction du prince Hun, Genride lui fait visiter les villas et les maisons de ses amis, les ateliers, les écoles. Attila est touché. Merci beaucoup. C'est très intéressant pour moi. C'est vrai que la civilisation romaine suscite de l'admiration. Genride sourit. C'est pourquoi, malgré mes origines barbares, je suis parmi les défenseurs de cette civilisation et de ce grand peuple qui est devenu pacifique et incapable de se défendre. Je crois qu'Alaric aussi est sincère quand il déclare ne pas vouloir détruire l'Empire. Je m'étonne aussi dans quelle mesure le peuple romain a perdu les valeurs guerrières de ses ancêtres. Mais il n'est pas pacifique. Il suffit de se rappeler les massacres des familles des soldats barbares de Stilicone dans plusieurs villes d'Italie. Le général soupire. J'ai été très bouleversé par ces massacres. L'empereur m'a donné la garantie que les coupables seront trouvés et punis. Mais Olympius a essayé pendant longtemps de le convaincre que les Romains ont agi spontanément. Heureusement, la justice a finalement triomphé. Vu la simultanéité des massacres dans plusieurs villes, je pensais toujours qu'ils avaient été organisés par Olympius et ses amis. Honorius est étonnamment naïf. Je parle avec vous comme avec un adulte, mais avec lui je dois parler comme avec un adolescent. Je vous dis ça franchement car je sais maintenant que vous ne serez jamais un ennemi du peuple romain. Je ne serai pas ennemi des Romains tant qu'ils ne seront pas eux-mêmes ennemis des Huns. Le Canoros se réjouit de voir comment a grandi son neveu Attila, qui devient vite un jeune homme robuste et beau. Comme la majorité des Huns, le prince a maintenant la poitrine large, des épaules puissantes, le ventre effacé. Oros accepte la proposition de Genride. Attila demande « Je propose d'engager la tribu de Kangla renforcée par des volontaires. »
Les Kangla descendent des Sakas de l'Asie centrale et des monts d'Altaï. Beaucoup d'entre eux ressemblent aux Perses et aux Germains. Ils seront mieux accueillis par les Romains que les autres Huns. Oros sourit. La tribu de ton ami en chaos? Mais pourquoi pas? Tes arguments sont convaincants. Puis le Khan formule ses conditions. Mon cher Attila, ton ami vivra avec sa famille dans le camp et tu dois me promettre de ne pas les visiter trop souvent. Tes études ne doivent pas souffrir. Je te le promets, mon oncle. Merci beaucoup. Je suis heureux. Tu dois bien profiter de ces visites pour ton entraînement militaire. Je m'entraîne beaucoup avec la garde impériale, mais avec cette nouvelle armée je peux participer aux grandes manœuvres et aux chasses. Ces activités physiques ne seront que bénéfiques à mes études. J'aime les livres et les discussions savantes, mais ne peux pas rester sans bouger toute la journée. Les promenades matinales à cheval dans les environs marécageuses de Ravenne ne me suffisent pas. Oros conclut la discussion. Les Kangla peuvent partir dans une semaine. Une partie de leur tribu restera ici avec les vieillards, partiront seulement les jeunes. Vous aurez donc 5000 guerriers. Encore 5000 volontaires des autres tribus les rejoindront très rapidement. Les yeux du général romain s'enflamment. Aucun peuple actuel ne peut mobiliser si rapidement une armée aussi nombreuse. Oros s'étonne. D'après vous, cette armée est nombreuse? Un peu confus, Genride explique. L'Empire a beaucoup de soldats dispersés dans tout son territoire, mais il est très difficile pour les Romains de lever des armées de plus de 20 000 hommes. Ainsi l'Empire obtient un renfort de 10 000 Huns, qui viennent en Italie, suivi d'un tel convoi de munitions et de troupeaux, qu'il aurait suffi, non seulement pour une armée, mais pour l'établissement d'une colonie. Attila visite souvent leur camp. Il est toujours accompagné par Onégèse et parfois par Essius ou le curieux Attilius. Les Huns sont commandés par le père d'Ancao et par le général Constance. Pendant les manœuvres et les exercices, Attilius ne reconnaît pas Constance entourée par ses officiers et les cavaliers huns. Délaissant sa jovialité dans le palais, il se transforme en un chef guerrier aux yeux pleins de feu. Onégèse, à la grande satisfaction d'Attila, s'adapte vite au mode de vie des Huns et s'initie bien à l'art militaire. Il commence à parler Hun couramment et discute beaucoup avec Aïta, ami d'Ancao. La cour d'Honorius offrait toujours le spectacle de la faiblesse, de la division, de la corruption et de l'anarchie. Les gardes, excités par le préfet Jovius, se révoltent et demandent la tête des deux généraux et des deux principaux eunuques. Les généraux, trompés par une promesse de leur sauver la vie, sont envoyés à bord d'un vaisseau et exécutés. Tandis que les eunuques sont envoyés en exil à Milan et à Constantinople. Après ce coup de force, l'eunuque Eusèbe devient le grand chambellan et Allobitch, l'un des officiers barbares insurgés, succède au commandement des gardes. Il se livre tout de suite à une lutte sans merci pour la faveur de l'empereur et de sa sœur. Les deux protagonistes cherchent l'appui de Jovius qui, tout en gardant une neutralité apparente, soutient secrètement Allobitch qui n'hésite pas à jouer de son autorité pour renforcer son influence. Honorius ne comprend pas le comportement de ses courtisans qui lui dénoncent tout le temps des agissements et des complots, dans la majorité des cas, imaginaires, de leurs concurrents. Après la mort de Stylicone, il commence à jouer le rôle de père de tous les Romains, à organiser les audiences matinales, salutatio, et même les réunions du son conseil impérial. Concilium Principi. Il commence aussi à recevoir des ambassadeurs, des sénateurs, tous ceux qui s'adressaient auparavant à Stylicone. L'empereur discute souvent avec le prince Hun Attila pour contribuer personnellement à sa romanisation, et transformer ainsi ce futur roi des Huns en un allié fidèle et reconnaissant. Mais après la mort d'Olympius qui a longuement trompé sa confiance,
l'empereur se désintéresse des affaires d'État. Les discussions avec Attila ne l'amusent plus car cet adolescent barbare a vite perdu sa naïveté initiale et Essius s'occupe bien de lui. Beaucoup de fonctionnaires sont devenus très prudents par peur d'être accusés par leurs concurrents. Plus personne ne veut prendre aucune décision importante. Mais Honorius préfère maintenant se taire. Il prie beaucoup. À la société humaine, l'empereur commence à préférer les animaux. Il a toujours aimé les oiseaux. Maintenant Honorius passe beaucoup de temps dans la basse-cour. Il nourrit de sa propre main ses oiseaux favoris avec des noms donnés par lui-même. Son plus grand favori est un coq, superbe et fier. Nommé Rome. Ce sont ses amis fidèles et reconnaissants qui ne le trahiront jamais. Il les aime comme on aime ses enfants. Honorius n'a pas d'enfants, ses deux femmes, Maria et Thermentia, filles de Stylicone, sont mortes vierges. Les hauts fonctionnaires saisissent leur rare rencontre avec l'empereur afin de lui soumettre leurs propositions et leurs projets de résolution. Parfois l'empereur signe les résolutions proposées, parfois il se tait. Certains fonctionnaires, plus hardis que les autres, interprètent ce silence comme une absence d'objection et même comme une approbation de l'empereur. L'eunuque Eusèbe le rencontre près de sa chambre car, officiellement, un chambellan est gardien de la chambre impériale pendant la nuit. Mais ce chef des esclaves des palais, qui avait aussi sa juridiction sur les comptes chargés de la table de l'empereur et de sa garde-robe, est devenu plus important que tous les ministres du palais. C'est lui qui a tué Eucherius sur l'ordre de l'empereur arraché par Olympius. Honorius se souvient de Sérène, qui était comme sa mère, ses jeux d'enfance avec Eucherius. Cet Eusèbe devient de plus en plus désagréable pour l'empereur depuis son accession à sa nouvelle responsabilité car maintenant il dérange la conscience d'Honorius de façon presque permanente. L'eunuque le salue respectueusement, Honorius fait involontairement une grimace dédaigneuse et ne répond pas. La voix de l'eunuque, enfantine et caressante qui l'amusait beaucoup, maintenant l'agace. Soudain, il entend l'ordre d'Alobitch qui l'accompagne dans sa promenade avec 4 soldats, tuez-le, sans effusion de sang. L'empereur note comment la voix de son nouveau général est différente de celle du chambellan. Eusèbe pâlit mais tout se passe trop vite pour qu'il puisse réagir. De sa mémoire surgissent la tête coupée d'Eucherius, le corps mutilé et ensanglanté d'Olympius. Les soldats tournent leurs lances, assomment et tuent l'eunuque avec des coups de hampe. Puis 2 soldats sortent le cadavre de la chambre. Stupéfié et incapable de prononcer un mot, Honorius regarde Alobitch qui ne cache pas sa joie. Excellence. Pendant la promenade d'hier, je vous ai proposé d'exécuter Eusèbe comme un complice d'Olympius qui monte un complot contre votre auguste majesté pour venger la mort de son ami. Vous n'avez émis aucune objection, approuvant ainsi ma proposition. Ce meurtre hardi suscite beaucoup d'agitation dans le palais. Le lendemain, pendant leur promenade quotidienne à cheval, le prince Huin déclare à son professeur grec: Je suis impressionné par cette série d'exécutions et de meurtres à Ravenne en si peu de temps. Stylicone, Olympius, les généraux, Eusèbe. L'exécution d'Eusèbe, battu à mort dans la chambre de l'empereur, dépasse mon imagination. Mais je n'ai pas de pitié pour cet eunuque, meurtrier perfide du fils de Stylicone. Attila, qui a maintenant 14 ans, pose à cette occasion plusieurs questions à Onégès qui s'étonne à son tour. Mon prince, les eunuques n'existent-ils pas chez les Huns? Pas du tout. Incroyable. D'ailleurs, ils n'existent pas non plus chez les Gaulois, les Germains et les autres barbares. Attila rit. Veux-tu dire qu'un peuple pour être civilisé doit castrer une partie de sa population masculine? Confus, Onégès dit, c'est vrai que tous les peuples, considérés comme civilisés, grecs, romains, perses,
Égyptiens, Syriens ont maintenant des eunuques. Mais ils n'existaient pas dans la Rome d'antan. C'est certainement une influence de l'Orient. Je préfère franchement les mœurs des anciens Romains. Ils sont plus proches de nous que leurs descendants efféminés et pervers. Les intrigues du palais continuent. Après l'élimination de Zeb, Allobich commence à comploter contre Jovius et cherche par tous les moyens à accroître son influence. Il est plus jeune que le préfet et espère même attirer l'attention de Galla Placidia. En particulier, connaissant la religiosité de la princesse, accrue après le siège de Rome et la mort de sa cousine. Allobich participe à toutes les manifestations religieuses pour attirer son attention et gagner sa confiance. D'autre part, contre Allobich complotent ceux des courtisans qui se considèrent comme de vrais Romains et sont hostiles à tous les barbares qui leur font concurrence dans l'administration et dans l'armée romaine. Attila montre à Ancao les curiosités de Ravenne. La jeune fille s'étonne des bateaux décorés qui circulent sur les canaux avec de nobles passagers. Il visite une église et admire les voûtes, les colonnes, les mosaïques et les icônes. Mais tout est trop récent, neuf et fraîchement peint. Pourtant la fade odeur des terres marécageuses persiste. En sortant de l'église, leur attention est attirée par une procession religieuse. Je vois la princesse Galla Placidia, dit Attila. Ancao le tire par la manche. Approchons. Je n'ai jamais vu une procession si solennelle. Effectivement, en tête de la procession marche l'évêque de la capitale impériale et sa suite dans des vêtements splendides et qui chantent des hymnes. Ils sont suivis par Galla Placidia et ses courtisans. Allobich, vêtu de son plus bel uniforme, assure personnellement la protection de la sœur de l'empereur. Il flamboie dans son manteau d'écarlate, étincelant d'or, et dans l'éclatante blancheur de sa tunique de soie. Sa chevelure teinte s'accorde par sa couleur à sa riche parure. Attilius, qui accompagne, lui aussi, Galla Placidia, en voyant Allobich, se souvient avec sourire des conseils d'Ovide. Si la belle se fait transporter étendue dans sa litière, approche-toi d'elle comme par hasard. Arrange-toi pour marcher tantôt devant elle et tantôt derrière. Ne crains pas d'avancer durant quelque temps en dehors des colonnes. Ancao regarde la princesse romaine avec une grande curiosité. Elle est si belle. Comme la lune. Attila sourit. Alors tu es le soleil. Le jeune Gaulois remarque Attila avec son ami et les salue d'un geste respectueux. Quelques instants après, il voit un inconnu se détacher soudainement de la foule des curieux et se jeter sur Allobich et le poignarder. L'assassin essaye de fuir mais il est aussitôt rattrapé et abattu par un soldat. Les femmes crient, la procession se disloque. La princesse, choquée par cette mort inattendue du jeune et beau général, toujours si aimable et souriant, rentre au palais accompagnée par une protection renforcée. Les courtisans entendent crier l'empereur pour la première fois de leur vie. Ma cour est devenue un nid de vipères. Les barbares ravagent les plus fertiles provinces de l'Italie et de l'Espagne. La Gaule, après avoir été dévastée par des hordes sauvages, est maintenant sous le pouvoir d'un usurpateur. Rome a payé la rançon à Alaric. Que font mes généraux, mes ministres et mes conseillers dans ces circonstances dramatiques? Ils complotent et s'entretuent. Honorius ne trouve pas de mots assez forts pour exprimer son indignation. Il murmure « Bougre de crétin, chien vicieux » et s'arrête. Tous les hommes présents baissent la tête sous son regard qui jette des éclairs. Un silence tendu s'installe. On entend la respiration de l'empereur enragé. Enfin, Honorius continue. Je ne tolérerai plus aucune intrigue, aucun comportement indigne du nom et de la gloire de Romain. Demain je convoquerai le conseil impérial. Honorius réfléchit avant le conseil. Pourquoi les barbares préfèrent-ils l'esprit de rébellion à la soumission qui donne la sécurité?
La mission de Rome a toujours été d'apporter la civilisation à tous les peuples qui vivaient encore dans la sauvagerie. Peut-il se confier aux propositions d'Alaric et signer le traité proposé par lui? S'il signe aujourd'hui ce traité, les Goths demanderont demain la citoyenneté romaine. Il cite déjà l'exemple des Gaulois. Honorius sait que les Romains ont envahi la Gaule. Non par intérêt personnel, mais à la prière des habitants de ce pays, que leur discorde et les attaques des voisins mettaient à 2 doigts de la perte. Des guerres et des querelles. Voilà ce qu'on a toujours eu en Gaule avant que sa population ne soit rangée sous les lois romaines. Les Romains n'ont usé du droit de la victoire que pour assurer la paix. L'empereur commence à penser aux Romains qui se plaignent des impôts exorbitants. Il n'est pas possible de maintenir la tranquillité sans armée, il n'y a pas d'armée sans solde, de solde sans impôts. Peut-on en réduisant les impôts avoir des armées capables de défendre la population de l'Empire? Si les Romains abandonnent toutes les provinces, que se produira-t-il, sinon une guerre universelle? Plus de 1000 ans de bonheur et de sages politiques ont cimenté l'édifice de l'Empire, il ne peut être jeté à bas sans entraîner dans sa ruine ceux qui veulent le renverser. Qui peut dire qu'il n'aime pas tous les barbares? Ils sont vaillants et parfois fidèles. C'est pourquoi l'empereur est si bouleversé par la mort d'Alobitch. Il a aimé pendant plusieurs années Stylicone comme son père. A-t-il vraiment comploté contre lui? Honorius ne le saura jamais. Il estime beaucoup Genride. D'ailleurs Alaric, en fait, veut devenir comme Stylicone commandant en chef des forces armées de l'Empire. Si Honorius lui donne cette responsabilité, il perdra Genride et Sarus. Pourquoi Dieu Tout-Puissant a-t-il choisi Honorius d'être le père de la patrie dans ces moments terribles? L'empereur s'agenouille et récite une longue prière.